Merci, bonjour. Alors, l'intitulé qu'on m'a suggéré et auquel j'ai essayé de me conformer, la gauche devient-elle ou redevient-elle raciste? Pour les gens un peu pressés, je vais tout de suite lâcher le morceau, la réponse est oui. Après, je vais quand même essayer de nuancer et d'expliquer pourquoi. Quand vous entendez gauche raciste, souvent, vous avez tendance à penser à des déclarations anciennes qui circulent toujours dans les mêmes livres, au temps d'une gauche républicaine et colonialiste. On pense par exemple à Jules Ferry, qui disait, là ça date de 1885, au sujet des colonies, il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures, mais elles ont aussi un devoir, elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Évidemment, ces déclarations sont choquantes. On peut se dire aujourd'hui qu'elles ne sont pas forcément le propre de la gauche, mais d'une époque, ce qui est à la fois vrai et faux, parce que c'était pas aussi monolithique que ça. Et ce qu'on remarque en tout cas, c'est que la colonisation, tout le discours de la colonisation a justifié ça. C'était une justification non pas haineuse a priori, mais plutôt paternaliste, mais dont le but était pas, on s'en rend compte, d'élever ces races dites inférieures, mais de les spolier, et on camouflait cette spoliation des ressources derrière un discours paternaliste qui est un discours de déresponsabilisation et d'infantilisation de l'autre. Alors, la gauche n'a pas été que colonialisme. Elle a aussi brillé dans l'anticolonialisme qui était un autre camp. Alors la question qu'on va se poser, c'est la gauche anticolonialiste est-elle en toute logique également antiraciste? Je vous cache pas que cette gauche anticolonialiste est beaucoup plus sympathique que l'autre, comme tout ce qui est anticolonialiste, et on peut imaginer qu'il y a dans cette gauche une vraie sympathie, une vraie solidarité avec ces autres peuples, ces peuples non blancs, et qu'on souhaite vraiment leur bien en voulant les aider à se libérer de la tutelle coloniale. C'est ce qui est vrai en grande partie. Seulement, le problème, c'est que la gauche a toujours une vision du nationalisme, auquel elle joint souvent la question raciale, une vision du nationalisme à géométrie variable. Quand vous discutez avec un tiers-mandiste de gauche, il va vous faire l'éloge de toutes les luttes de libération nationale possibles, à condition que ce soit pas la sienne en tant que nation ou même en tant que blanc. Ça c'est un petit peu le problème. On va vous dire la lutte de libération guatémaltèque par exemple est émancipatrice. Ça va dans le sens du progrès, dans le sens historique du progrès, alors que notre lutte de libération nationale à nous ne l'est pas, parce que tout nationalisme blanc, ou alors tout nationalisme venant d'un pays capitaliste, ne saurait être qu'une expression de chauvinisme, sans se poser la question de savoir si cette lutte de libération nationale n'est pas une lutte de libération du capital. Mais ça, c'est une incohérence à laquelle il est très difficile de faire face. Je pense qu'il faut être dans l'antinationalisme intégral, ou alors dans le nationalisme intégral sous différentes formes qu'on puisse lui donner. Je me souviens par exemple d'un groupe de rap d'extrême gauche qui était très anti-national et anti-militarisme, qui a écrit une chanson contre toutes les armées, mais au dernier couplet, ils se sont obligés de dire oui, sauf l'armée zapatiste de lutte de libération nationale, parce qu'ils luttent contre le Mexique spoliateur. Et on dit oui, mais allez au bout du raisonnement. C'est toujours un peu le problème. Alors dans cette gauche anticolonialiste et censément antiraciste, on trouve par exemple bien plus tard Jean-Paul Sartre, qui n'est pas resté anticolonialiste toute sa vie, hélas. Mais dans sa préface aux Damnés de la Terre de Frantz Fanon, il écrivait « Abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé, reste un homme mort et un homme libre. » Alors, déjà, on voit que cette logique-là, qui de la part d'un intellectuel de Saint-Germain-des-Prés, est une logique un peu de poseur, hein, c'est pas non plus Debré, c'est pas quelqu'un qui est allé sur le terrain, c'est la logique terroriste. En gros, abattre un Européen, c'est pas abattre un colon en particulier, c'est dans son identité d'Européen qu'on l'abat. C'est la logique terroriste, la même qu'on trouve dans l'islamisme terroriste aussi. Ce qui est déjà, je pense, éthiquement problématique, et effectivement, elle est complètement raciste. En plus de ça, c'est pas du tout ce qu'on va trouver chez d'autres gauches anticolonialistes. Jacques Vergès, par exemple, que j'ai eu la chance de rencontrer quelques fois dans les dernières années de sa vie, peut-être
bon, lui, en plus, en tant que métis, il pouvait pas tenir ce genre de discours, et il a toujours fait preuve d'un tiers-mondisme de gauche, même si certains le contestent, mais qui était beaucoup plus cohérent. Le problème dans cette déclaration de Sartre, c'est que ce racisme anti-européen, venant d'un Européen, est une forme d'auto-racisme. Certains théoriciens diraient d'ethnomasochisme. Ce qui est très difficile à comprendre, et pour faire un parallèle entre la race et la nation, parce que les gens de gauche la font souvent, comment dire, quand par exemple Carla Bruni, en tant qu'italienne, disait je suis fier de n'avoir aucune goutte de sang français. Alors c'est extrêmement choquant de la part de quelqu'un qui partage le lit du chef de l'État français. C'est une phrase absolument condamnable, mais on peut la comprendre en se mettant à la place de l'autre dans toute sa mesquinerie, en disant je ne suis pas français, je les aime pas, je leur crache dessus. Sartre, c'est différent. Il faut abattre un Européen, mais je suis un Européen. Et cet ethnomasochisme, cet autoracisme, peut-être la première forme du racisme de gauche avant que les autres émergent. Un exemple, qu'est-ce qu'il y a eu ces derniers temps qui a défrayé la chronique en termes de racisme? Je pense à la condamnation la condamnation par opinion publique, en tout cas, de cette chanson de rappeur qui s'appelle Nick Conrad, dont vous avez peut-être entendu parler. Il avait déjà défrayé la chronique l'an passé, ou il y a 2 ans, avec une chanson qui s'appelle Pendez les Blancs, qui ensuite, pour calmer le jeu, il l'a résumé en un acronyme, c'est PLB. Maintenant, dans le milieu, tout le monde sait que PLB, ça veut dire Pendez les Blancs. Je m'y suis intéressé, je suis allé chercher les paroles. Alors on les trouve sur des sites comme Genius, lyrics.com, enfin vraiment là où on trouve entre une pub pour MTV, Skyrock, et on propose à côté la version karaoké et la sonnerie portable, donc c'est tout à fait mainstream. Et qu'est-ce que c'est que cette chanson qui est tout à fait considérée comme mainstream? Je vous cite un extrait. Il écrit, il chante: je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pondez leurs parents, écartez-les pour passer le temps, fouettez-les fort, faites-le franchement, que ça pue la mort, que ça pisse le sang, pondus aux arbres dans le vide sidéral, que ces fruits immondes procurent un spectacle fascinant, macabre, effrayant, vise comme il se meut, blafard et marrant. Alors au-delà de la pauvreté de la rime, là on est dans du racisme anti-blanc décomplexé, c'est très clair, mais ce qui nous ramène à l'exemple que je donnais sur Sartre, c'est la réaction. Alors c'est une photo que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux, je vous la montre comme ça. Alors on voit l'artiste, entre guillemets, c'est le bonhomme qui est derrière, et devant, ce sont des jeunes blancs qui font barrage de leur corps pour le protéger face à une réaction un petit peu virulente de gens dans la rue, qui je pense qu'ils voulaient lui casser la gueule suite à sa chanson. Alors, sans remettre en cause une défense absolue de la liberté d'expression que je peux comprendre, là, je suis pas forcément non plus pour la censure de ça, je trouve juste qu'il faut l'assumer, il faudrait l'assumer physiquement. Ce qui est troublant dans cette photo, c'est d'être prêt, non pas à accepter cette liberté d'expression, mais à prendre parti pour celui qui explicitement menace de vous génocider. On retrouve exactement ce qu'on disait sur Sartre. J'ai trouvé cette photo sur Twitter, c'était tweeté par un Français d'origine africaine qui partageait ça en ricanant, parce que c'est vrai qu'il y avait de quoi rire, et je regardais tous les commentaires, qui étaient la plupart d'autres Français d'origine africaine, qui disaient mais qu'est-ce que c'est que ces cocus de blancs qui vont défendre quelqu'un qui appelle à faire un massacre dans les crèches et à les tuer en fonction de leur couleur de peau. Ils avaient beaucoup de peine à comprendre, et je pense que n'importe quel peuple, à part peut-être quelques minorités parasitaires d'une autre, ont beaucoup de peine à comprendre ça. C'est une forme de syndrome de Stockholm. Alors ensuite, il a défrayé à nouveau la chronique cette année avec une autre chanson qui s'appelle Doux pays. Je vous lis un petit extrait aussi. Je baise la France, bite dans sa bouche, je jouis comme un porc, cet hexagone, je l'encule sa grand-mère. Déjà, je l'encule sa grand-mère sur le plan de syntaxe. Est-ce que c'est un peu comme, je sais pas, je lui dérobe son goûter, je lui repasse son linge. Il y a un truc, on comprend pas bien la forme syntaxique. Bon, la chose positive, c'est qu'on voit qu'il fait preuve dans cette chanson d'une plus grande modération. Avant, ils s'en prenaient à tous les blancs, maintenant c'est que la France. La prochaine chanson, et il s'en prendra aux Auvergnats, aux Limousins, voilà, comment dire, on va avoir une chanson presque humaniste à la fin, espérons. Mais pour revenir à Sartre, la citation que je vous ai donnée est extrêmement choquante. Néanmoins, auprès d'une certaine gauche, il va pas assez loin. Ouria Boutelja, dont j'ai le livre ici, qui s'appelle Les Blancs, les Juifs et nous, ça, il faut vraiment le lire pour savoir ce qui est en train de se préparer, écrit ceci sur Sartre. Sartre n'a pas achevé son œuvre, tu es le blanc.
La bonne conscience blanche de Sartre, c'est elle qui l'empêche d'accomplir son œuvre, liquider le blanc. Sartre n'a pas su être radicalement traître à sa race, il n'a pas su être Genet, qui s'est réjoui de la débâcle française en 1940 face aux Allemands. Alors, cette gauche qui soutient Oura Boutedja, cette gauche de la résistance ou du parti des fusillés, doit quand même un petit peu grincer des dents en entendant des choses pareilles. Sartre affirmait que l'existentialisme est un humanisme. Eh bien, Oura Boutedja affirme que le philonazisme est un antiracisme. C'est un peu difficile à avaler. C'est publié par La Fabrique, maison d'édition de gauche, c'est soutenu par une grande partie de la gauche, il y a même un texte de soutien dans Le Monde qui expliquait qu'il fallait pas faire d'amalgame, que ce texte n'était pas du tout raciste et qu'au contraire il était antiraciste. D'ailleurs le sous-titre c'est « Vers une politique de l'amour révolutionnaire ». Je peux vous dire que j'ai pas trouvé beaucoup d'amour dans ce texte. Et cet amour, en tout cas, que la gauche porte aux indigènes de la République, qui est le nom de son mouvement, n'est pas réciproque. Et ça, c'est assez amusant, parce qu'elle parle aussi de la gauche, et elle dit, là aussi, citation, « Je méprise la gauche qui vous méprise sûrement autant, peut-être plus, je la méprise férocement, parce qu'elle est le partenaire indispensable des indigènes, la gauche est leur adversaire premier. » Donc là, on a toute la logique de se servir d'une force qu'on méprise et qu'on liquidera avant toutes les autres le moment venu. Après, même le mot indigène me pose problème parce que il doit y avoir ou un jeu de mots ou une allusion. Il s'agit d'allogène la plupart du temps, donc je comprends pas bien ça. C'est un autre. Il y a un contresens. Alors, ces gens de gauche qui font l'éloge de cette nouvelle forme de racisme antiraciste sont haïs à la fois en tant que blancs et à la fois en tant que gens de gauche. Le racisme se double d'une haine politique, qui est une haine de l'universalisme républicain. La grande contradiction de la gauche qui l'a amené aujourd'hui à tomber dans ce piège, c'est qu'elle ne peut pas être sur tous les fronts et pouvoir obtenir à la fois la satisfaction de ses objectifs en termes sociétal et en termes migratoires. Alors on pourrait ajouter aussi qu'il y a un troisième terme qui est le social, qui pour moi est le centre de ma réflexion, mais j'en parlerai très peu parce que de toute façon ça c'est déjà du passé. Aujourd'hui, les deux pieds de la gauche, c'est le migratoire et c'est le sociétal. Le social, c'est Mark Lilla, un auteur américain qui a écrit un très bon bouquin qui s'appelle La gauche identitaire, c'est exactement le sujet, disait « Chaque avancée de la conscience identitaire de gauche a marqué un repli de la conscience politique de gauche. La question raciale l'a emporté sur la question sociale, sur la question des classes. Elle procède d'un certain embourgeoisement parce que ces théories, la plupart du temps, sont tenues par des bourgeois, notamment à travers les universités. Et ceux qui, aux États-Unis, mouvement en train d'arriver chez nous, s'intitulent les Social Justice Warriors, il faut bien comprendre, dans le langage américain très spécifique, que le mot social ne signifie rien. Bon, le mot justice non plus, puis le mot warrior encore moins en l'occurrence, mais il devrait s'appeler, je sais pas, les societal justice warriors, les cultural, ou bien même les métapolitiques justice warriors, ça sonnerait bien, parce que ce serait plus vrai. Ça n'a rien, la question sociale n'a rien à faire là, donc malheureusement je n'en parlerai pas. La contradiction, elle est entre le sociétal et le migratoire. Et c'est le choc des vaches sacrées. Vous pouvez pas à la fois dérouler un tapis rouge à tous les immigrés du monde et vouloir aller toujours plus loin dans un progressisme qui non seulement heurte le bon sens, notre bon sens, le bon sens des gens d'ici, mais le heurte encore davantage ceux qui viennent de sociétés encore plus patriarcales et conservatrices. Je me souviens à Genève d'avoir assisté par hasard à ce qu'on appelait la Slut Walk, ou en bon français la marche des salopes, qui est une manifestation féministe dans laquelle même des députés défilent en petite tenue pour expliquer que même s'ils faisaient du nudisme, on n'aurait aucun droit sur leur corps pour autant. Bon, en gros, c'est une manifestation de viol. Très bien. Après, il y a la manière. Ce que j'ai vu à Genève, ville très cosmopolite et multiculturelle, c'était des musulmans en costume presque traditionnel qui faisaient des yeux, qui avaient jamais vu une chose pareille, des femmes voilées qui détournaient les yeux. Là, le vivre ensemble en prenait un coup, et ces deux manifestations, ces deux mondes qui se faisaient face, étaient les deux des produits de la politique de gauche. Parce qu'elle est migratoire et parce qu'elle veut aller toujours plus loin dans ses luttes sociétales progressistes. Et évidemment, parfois ça explose et ça donne les viols de masse qu'il y a eu au Nouvel An il y a 2-3 ans dans les pays du Nord et notamment en Allemagne à Cologne. Le Spiegel avait titré son numéro Cologne, c'est le début de la fin du politiquement correct. Et c'est vrai. Et c'est que ces deux phénomènes arrivent dans une société, c'est tragique. On peut dire bah oui, c'est les hasards de l'histoire. Mais là, ces deux phénomènes sont voulus par une même force politique, qui est la gauche. C'est ça le problème.
Alors, elles ont de la peine, je dis elles parce que je pense aux féministes notamment, mais pas uniquement, à remplir ces deux fonctions. Donc en général, il y a un déni du problème quand il arrive. Caroline de Haas et ses trottoirs dont il faudrait augmenter, et ça aboutit à une trahison. Beaucoup de gens de gauche abandonnent la cause des femmes pour pouvoir rester de gauche, donc pour pouvoir rester antiracistes. D'autres font aussi l'inverse. J'aimerais citer quelques féministes parce que pour montrer qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même camp. Geneviève Fraisse, grande intellectuelle féministe et notamment historienne, dans l'Obs de juin dernier, se rappelait des années 70 quand elle était jeune et disait « Le Libé, donc Libération des années 70, nous éreintait parce que nous voulions criminaliser le viol. Nous allions envoyer les immigrés en prison, nous étions des traîtres. » C'est exactement la même réaction qu'ont eu certaines féministes après les événements de Cologne. Anne Zelensky, féministe, elle aussi, reproche cette attitude en disant « c'est du maternalisme ». Donc voilà, version féminine et même féministe du paternalisme, c'est cette vision surplombante qui consiste à dédouaner les immigrés de toute responsabilité dans les méfaits qu'ils commettent sous prétexte qu'ils auraient, sous prétexte, et là ça devient du racisme, qu'ils n'auraient pas un niveau moral ou culturel qui leur permettrait de comprendre le bien et le mal. C'est extrêmement grave. Une autre militante des droits des femmes, Mariam Elilouka, qui elle est algérienne et en parle beaucoup plus aisément, dans le magazine littéraire d'avril 2016, disait « La gauche radicale en arrive à laisser baptiser, si je puis dire, musulman, tout individu né ou élevé dans un contexte où l'islam est la religion dominante. Dans le même temps, le premier réflexe de cette gauche est de défendre ce musulman de l'islamophobie supposée, y compris lorsqu'ils seront coupables d'agressions sexuelles de masse, comme on l'a vu en Europe du Nord. Cela revient à adopter l'équation musulman égale ontologiquement barbare égale non responsable de ses actes égale victime. Je trouve cela particulièrement raciste. Et je pense qu'il a raison, c'est un racisme peut-être bienveillant, mais c'est un racisme par paternalisme. Les féministes et les gens de gauche qui tiennent ce discours-là retombent dans la gauche Jules Ferry, retombent dans la gauche néocolonialiste tout en prétendant être horrifiés par ces vieilles idées, mais ils sont en plein dedans et c'est une spécificité de gauche du racisme, vraiment. Il dénie à ceux dont ils prennent la défense toute autonomie politique, c'est ce que faisait Jules Ferry. Ces pays ne sont pas capables d'être autonomes, donc on va en faire on va les gouverner nous-mêmes. Comme c'est plus possible, on leur dénie maintenant toute autonomie individuelle, toute responsabilité individuelle. Dire tel État, tel pays est incapable de subvenir à ses besoins, il faut qu'on envoie l'armée, ou bien dire tel individu est incapable de se tenir tranquille, donc quand il fait une bêtise, c'est pas de sa faute, c'est la même logique paternaliste et raciste. Et on la retrouve dans les différents combats de gauche, pas que le féminisme. Je pense à un combat encore plus postmoderne, dont on entend de plus en plus parler, c'est l'antispécisme, donc la lutte pour les droits et la dignité des animaux. Je vais vous donner un exemple suisse. Il y a une antispéciste qui fait pas mal de bruit chez nous, qui s'appelle Elisa Keller, et qui, dans un quotidien suisse du 2 juillet 2018, se justifiait face à un journaliste qui l'interrogeait sur la raison pour laquelle, parce qu'elle défendait des actions violentes contre les boucheries, et même les laiteries d'ailleurs, ça va loin, fromagers et tout, et pourquoi, lui demandait le journaliste, ne vous attaquez-vous jamais aux boucheries kasher ou halal, parce qu'il y en a quand même pas mal, et elle répondait, les militants ne dirigent pas leurs actions contre les boucheries halal ou kasher, on essaie de respecter leur culture. C'est délicat de militer en tant que blanc et de dire à des personnes racisées ce qu'elles doivent faire. Alors là, c'est de nouveau cette novlangue, les personnes racisées, le racisme systémique, structurel, c'est-à-dire que même quand on pense que c'est pas raciste, ça l'est quand même parce que c'est dans l'air comme l'oxygène. Et je continue, chez certaines communautés migrantes, par exemple, la nourriture est un bagage très important. C'est quelque chose qui rassure. Alors que nous, comme chacun sait, on se contente de légumes et d'eau tiède, c'est pas constitutif de notre patrimoine. Notre but est de rendre véganes les populations qui ont la possibilité de le devenir. C'est complètement envisageable pour un Suisse de classe moyenne supérieure d'arrêter de consommer des produits animaux. Ça l'est moins pour une personne noire qui doit déjà s'intégrer et qui parle une autre langue. Bon, pas tellement le rapport entre la langue et les dents et l'estomac. Hein. Il est compréhensible pour ces personnes qu'elles aient d'autres priorités. Alors là, évidemment, on voit que c'est le politiquement correct qui les guide à faire une discrimination de ce type, et de l'infantilisation et de la déresponsabilisation, que ce soit dans le cas des vieux, que ce soit dans le cas des boucheries halal, on passe parfois à la déconsidération, et là, on franchit un pas dans le racisme. Un autre exemple qui touche les féministes, un collectif, là on est en France, qui s'appelle La Rage de l'utérus, voilà, très fleur bleue comme ça, a attaqué un livre pour enfants, un livre de sensibilisation, on va dire, aux questions sexuelles qui s'appelle « On a chopé la puberté ».
Je ne sais pas du tout ce que vaut ce livre, mais il a été attaqué sous prétexte que les filles, les personnages qui apparaissent dans ce livre sont toutes des filles blanches, minces, cisgenres, valides et hétérosexuelles. Alors, bon, le problème, c'est qu'il y a un jugement de valeur. Tout le monde sera d'accord pour dire qu'il est meilleur d'être en bonne santé qu'handicapé, parce que c'est plus agréable et c'est plus plaisant. Tout le monde peut-être dira, il vaut peut-être mieux être mince que gros. Ça, il y a un certain consensus. Après, quand on parle d'homosexualité, d'hétérosexualité, cisgenre, transgenre, il y a déjà un débat. Mais quand on parle de noir et de blanc, là, ça devient compliqué. Parce que si vous mettez tout dans la même liste, ça sous-entend il vaut mieux être, il est supérieur, il vaut mieux être blanc et en bonne santé que noir et en chaise roulante. C'est quand même, selon le contexte, c'est difficile de ne pas y voir du racisme. Alors là aussi, c'est pas un racisme malveillant, mais c'est un racisme qui est déjà extrêmement péjoratif. Donc voilà, de l'infantilisation, on passe à la déconsidération. Donc la gauche n'est pas toute comme ça. Je l'ai divisé en deux familles. Il y a la gauche des valeurs, c'est un petit peu celle dont on a parlé, et la gauche que je dirais immigrationniste. Dans la gauche des valeurs, il y a des valeurs politiques, comme le républicanisme, la laïcité, parfois une certaine méfiance anticléricale ou religieuse, et il y a les valeurs sociétales, le féminisme, les droits LGBT, certaines formes de progressisme. On trouve des gens très différents dans cette gauche-là. On trouve, je sais pas, Laurent Bouvet, la gauche populaire, on trouve Riposte laïque, on trouve Caroline Fourest, Philippe Val, et c'est un peu aussi toute la gauche Charlie, celle qui n'est pas raciste, je pense, mais qui entend résister à l'islamisation au nom de la défense de certaines valeurs. Alors c'est pas, quand je dis résister à l'islamisation, c'est pas Jean Moulin, c'est plutôt les bougies et les craies, mais il y a une volonté derrière quand même. La gauche républicaine, qui est peut-être une sous-catégorie, qui moi, est celle qui me met la plus sympathique, elle partage des valeurs, mais elle partage davantage des valeurs politiques que sociétales. Elle, son combat, c'est par exemple tous les dissidents de la France insoumise, je sais pas, Georges Kuzmanovic, Andrea Cotarac, qui eux, je pense, sont sincèrement socialistes et comprennent que on fait pas du socialisme avec des frontières ouvertes. Mais ça, c'est un autre sujet qui nous éloigne, donc je vais pas y revenir, mais je pense que c'est une contradiction fondamentale. Seulement, tous ces gens de la gauche des valeurs au sens large, depuis Lorraine la plus gauchiste jusqu'à Lorraine la plus libérale, sont perpétuellement accusés par les médias et par leurs ennemis de dérives droitières. Ces dissidents de la France insoumise dont je vous parlais, on les accuse en général de faire le jeu du Front National parce qu'ils disent l'immigration est un problème. Riposte laïque, on leur reproche de fréquenter par exemple les identitaires en faisant des événements communs. Donc on dit voilà, vous dialoguez, donc vous êtes avec eux. La gauche populaire de Bouvet, on dit gauche populaire, c'est un peu comme la droite populaire de Mariani. Tout ce qui est dans le langage des médias, tout ce qui est populaire est populiste, donc raciste, que ce soit de gauche ou de droite d'ailleurs. Caroline Fourest est accusée régulièrement de racisme universaliste. C'est le terme qui a été utilisé par Rokhaya Diallo. Et ces gens qui attaquent la gauche des valeurs, souvent viennent de l'autre gauche, la gauche immigrationniste, ou comme dirait Renaud Camus, la gauche remplaciste. C'est précisément ça. D'un côté, on a des antiracistes de principe, parce que par philosophie de gauche, qui sont pour l'assimilation, qui sont pour faire primer les mœurs françaises et les valeurs républicaines, et de l'autre, on a les antiracistes dogmatiques, qui défendent le communautarisme d'influence américaine, et qui ont une vision racialiste, qui commence à poser des problèmes en termes de cohérence quand on se dit antiraciste. Cette première gauche peut basculer peut-être dans l'anti-immigrationnisme, on le voit avec certains dissidents, à partir du moment où le contrat d'assimilation est rompu. Et c'est ce qu'on peut espérer peut-être en réveil de la gauche, un petit peu comme il y a eu en Allemagne avec le phénomène Augstein, on verra. Mais cette deuxième gauche dont je parle, cette gauche racialiste, qui est le fond du sujet, par quoi elle se manifeste? C'est par exemple l'acception et la défense des ateliers non mixtes, comme il y a pu avoir autour de Nuit debout. Le soutien, par exemple, à un événement comme le camp décolonial de Reims, organisé par des personnes racisées, comme on dit, en août 2016. Et des trotskistes en Suisse avaient pris la défense de ce camp face aux critiques qui ne manquaient pas de s'exprimer. Et ces deux militants, dans le journal de Solidarité, qui est l'équivalent un petit peu du NPA, qui écrivaient « Les anathèmes ne manqueront pas de celles, ces termes, qui voient la trace d'un renforcement identitaire ethnique ou de pratiques franchement racistes à ceux qui se limiteront à dénoncer un communautarisme, entre guillemets, désignation désormais bien connue pour jeter l'opprobre sur toutes celles et ceux qui ne croient pas aux bienfaits incomparables de l'assimilation à la norme dominante. Un universel construit à l'image de l'homme blanc hétérosexuel. » Alors on met toujours tout dans le même panier. Voilà, c'est le refus de l'assimilation, le refus du modèle républicain.
la race prend une telle importance que finalement, la race est devenue un bon moyen pour la gauche pour évacuer un autre référent qui est le référent de la nation. On utilise la race pour gommer la nation. Dans cette vision racialiste, voilà, on remplace les nations par les races, donc c'est-à-dire les origines et la couleur de peau. Il y a plus de, dans la vision de la gauche, il y a plus d'Ivoiriens, il y a plus de Malgaches, il y a plus de Congolais, il y a des Noirs. Dans la vision de la gauche, il y a plus de Français, il y a plus de Suisses, il y a plus d'Italiens, il y a des Blancs. Ça permet d'évacuer la complexité politique, donc on retombe dans une certaine paresse intellectuelle, et ça permet d'essentialiser les gens. Ça aurait pu être le discours d'une certaine extrême droite jadis, maintenant c'est le discours de la gauche. Et en même temps, ça les rapproche de certains mouvements de droite. Je pense aux identitaires, à qui j'ai toujours reproché de vouloir subvertir la nation par le bas ou par le haut. Donc par les régions, par le bas, ou par le haut, par le monde blanc. Donc nous défendons le monde blanc. Mais ça fait toujours le jeu de la division. Je dis absolument pas que ça n'a pas d'importance, mais je suis plus sensible au référent national. Et on trouve aussi, et c'est peut-être là où elle est le plus présente, cette racialisation de gauche dans le discours universitaire. Un des plus grands représentants en France, c'est Éric Fassin, qui s'affiche sur Wikipédia, le présente comme américanologue, quel beau métier, et qui, lui, écrit beaucoup aux États-Unis pour expliquer ce qu'est la France, et la notion de Frenchness, qu'on pourrait traduire peut-être par francité, lui, il appelle ça la blanchitude. Donc là, on passe aussi du national au racial. Dans une revue américaine en 2014, il écrit « La bataille française sur la filiation », il parlait de l'adoption par les couples homosexuels, « ne porte pas uniquement sur la famille, cela porte surtout sur la nation. Naturaliser la filiation, comme les conservateurs l'auraient fait, ou la dénaturaliser, dans une direction progressiste, ne concerne pas seulement les notions d'hétérosexualité ou d'homosexualité, cela relève tout autant de la Frenchness, c'est-à-dire de la blanchitude dans une France postcoloniale. » C'est fou que cette gauche anciennement antiraciste soit la première à vouloir racialiser le débat. Autre exemple universitaire, dans un livre que j'ai lu récemment qui parlait des campagnes anti-genre en Europe, ce qui déjà ne signifie rien, une campagne anti-genre, parlant de la Manif pour tous en France, un chercheur, Michael Stambolis-Ruchtorfer, écrivait « Les militants ont stratégiquement minimisé leurs origines blanches, catholiques, conservatrices et de classe moyenne, afin d'opposer le vernis d'une large base populaire sur leur mouvement. » Donc là, le message, c'est blanc égale pas populaire. Hein. On retombe dans c'est quoi, Sibeth Ndiaye qui disait oui, bon, les Français de base mangent plus souvent du kebab que du homard. Il y a ces fausses oppositions complètement, non seulement fausses, mais essentialistes. Et il écrit ensuite, les organisateurs des mobilisations anti-genre ont pris soin de minimiser leurs caractéristiques religieuses, raciales et sociales, donc le racial vraiment est normalisé dans le langage universitaire, et ont mobilisé des arguments ancrés dans des symboles laïques de l'histoire française, de manière à conférer un attrait général à leur message conservateur. Cette mobilisation a donné à voir une nouvelle identité militante, joyeuse et agréable, plutôt que réactionnaire et religieuse. Là aussi, le message blanc égale réactionnaire. Ce qu'on retient dans ce passage, c'est le blanc s'oppose au populaire, le blanc réactionnaire, par essence, par définition, par nature. Alors, quand on parle de communautarisme, d'Éric Fassin ou du monde universitaire, on pense toujours, ces trois notions ont un point commun, c'est l'influence américaine. Et tout vient de là. La matrice du racisme de gauche, c'est les États-Unis. Pendant des dizaines d'années, la droite avait peur en disant attention, la gauche était téléguidée par Moscou, ce qui était en grande partie faux d'ailleurs. Aujourd'hui, je peux vous dire que la gauche est surtout téléguidée par Washington. Et peut-être quelques autres villes un peu plus en Orient, mais c'est en tout cas pas à l'Est que ça se passe. Les universités aux États-Unis ont une puissance symbolique qu'elles n'ont pas forcément ici. Donc même si ce sont des minorités, il faut tenir compte de ce qu'elles disent parce qu'elles donnent des directions à la société. Et puis le système social américain, très libéral, fait que ce sont des universités d'élite plus qu'ici, donc qui sont représentatives de la classe moyenne supérieure, voire de la haute bourgeoisie. Quelques anecdotes aux États-Unis. 2 universités américaines l'an passé ont interdit une pièce de théâtre d'Eve Ensler qui s'appelle Les monologues du vagin. Alors bon, c'est pas une grande perte que cette pièce n'ait pas été jouée. Moi, je l'ai lue, c'est un petit peu chiant quand même, hein. Mais la question, c'est pourquoi les ont-ils interdites? Alors, une des universités, c'était parce que cette pièce offense les femmes sans vagin. Ça, c'est voilà. Bon, et l'autre qui nous ramène à notre sujet, c'est parce que cette pièce a été écrite par une blanche. Donc, on censure une auteure féministe, gauchiste, au nom d'une discrimination raciste portant sur le fait qu'elle est blanche. En 2017, pour la première fois dans l'histoire des universités, des écoles, des collèges américains, les cérémonies de fin d'études ont été beaucoup plus communautarisées. À Harvard, on a fait une cérémonie réservée aux Noirs.
À l'université, au collège d'Emory, on a fait une cérémonie réservée aux personnes de couleur, et à Delaware, une cérémonie réservée aux personnes LGBT. Alors là, on est très très loin c'est le contraire de modèle républicain français dont je vous parlais. Le cas le plus paradigmatique, et peut-être que vous en avez entendu parler parce que c'est une vidéo qui a fait beaucoup polémique sur YouTube grâce à un youtubeur français qui fait un excellent travail, qui s'appelle le Sanglier Jovial ou quelque chose comme ça, je sais plus. Sanglier, voilà, vous connaissez, Sanglier Sympa, et qui a fait un travail de montage, de traduction et de recueil d'images sur une université de l'État de Washington qui s'appelle Evergreen, qui vraiment symbolise synthétise toutes ces tares. On voit une première scène où les professeurs se présentent à leurs étudiants en début d'année et commencent par donner leur identité et par checker leurs privilèges. Ce qu'on appelle dans la théorie antiraciste leur positionnement. Le fameux d'où tu parles, qui est une vieille histoire de gauche, sauf que là ça concerne plus la classe, ça concerne toutes les autres positions. On voit par exemple une femme qui dit avec un grand sourire, je suis queer, je suis grosse et je suis végane, et ensuite elle baisse un peu les yeux, mais je suis cisgenre et blanche. Nul n'est parfait. Et c'est vraiment comme ça tout le temps. L'être prend le pas sur le faire et sur le penser. Il y a une régression sur le plan. C'est pas du tout progressiste quand on y pense. Avant on parlait de Sartre et de l'existentialisme. Là on a pris le contre-pied. Maintenant, pour les racialistes, l'essence précède l'existence, forcément, parce qu'on ne se fera jamais pardonner du fait d'être blanc, on ne pourra pas s'en émanciper. Les identités ne sont plus fluides, pour le coup. On a changé de régime. Laurent Dubreuil, dans un excellent livre qui s'appelle La dictature des identités, que je vous recommande et qui parle en grande partie des États-Unis, écrit que la massification de ces gestes d'autodésignation, donc le positionnement catégoriel, fait ritualisation. Ils sont tellement conditionnés qu'ils le font sans y penser. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis les identity politics, la politique identitaire, d'où tu parles, on essentialise. Et dans cette université d'Evergreen, il y a des séances d'autocritique, en général des profs ou des étudiants qui sont mis au pilori, qui doivent se justifier, qui sont couverts d'anathèmes, qui doivent abjurer. Les profs sont parfois poussés à la démission sur de simples soupçons et sur des campagnes, sur des campagnes de dénonciation qui relèvent de la diabolisation et d'épouvantail. Il y a un type, par exemple, on lui fait toute une histoire parce que pendant une dispute avec une professeure ou une étudiante, je sais pas, dans un coup de colère, il la montre du doigt. Eh ben, il faut pas montrer du doigt une personne racisée parce qu'elle se sent en situation d'insécurité et il a dû faire son autocritique publique. Ça m'a beaucoup fait penser, parce que c'est un sujet que je connais bien, à la révolution culturelle chinoise, avec un tout autre contenu idéologique, mais la manière humaine de se comporter dans ces cas-là, c'est exactement la même chose. Au début, on a un petit peu d'empathie pour ces profs, ces proviseurs et autres qui doivent baisser la tête, demander pardon, et après on se dit non, mais ils n'ont que ce qu'ils méritent. Quand on n'est pas capable de tenir une classe, d'enseigner correctement, et puis qu'on se soumet à cette injonction alors qu'on est censé être en position d'autorité, on a envie de dire, allez-y, crachez-leur dessus. Et quand vous voyez, parce que voilà, j'ai pris une image sur le film, une capture d'écran. Ils font peur, hein. Voilà. Bon, au moins, il y a une chose qui rassure, c'est que ces gens-là n'exerceront pas une violence physique. Comme ils sont anti-validistes, ils se laissent un peu aller. Et puis, je pense pas que leur matraque en mousse. J'aurais plus peur des gardes rouges de la grande époque que de ces gens-là. Donc leur terreur est avant tout métapolitique, culturelle. Néanmoins, le rapport des forces étant ce qu'il est, et il faut quand même un petit peu faire attention. Donc, on entend des professeurs dans ce documentaire qui disent, j'ai pris des petites citations en le regardant, je refuse de me laisser consumer par ma blanchité. Il faut désapprendre les modes de pensée qui perpétuent le privilège blanc. On entend même l'expression pale male stare, c'est-à-dire le mâle blanc raci. Donc là, on est passé clairement de l'antiracisme au racisme anti-blanc. Et un professeur dans ce documentaire qui devient l'objet d'une cabale, ose poser la question, on parle toujours de white supremacy, et puis donc il faudrait se garder, et il dit, mais où dans cette université voyez-vous de la suprématie blanche? Et on lui répond textuellement, nous devons arrêter de demander aux étudiants les preuves du racisme et de la suprématie blanche, car nous leur faisons du mal en leur demandant. Demander des preuves du racisme, c'est faire preuve soi-même de racisme. Il n'y a pas moyen d'argumenter. Et ça, c'est essentiel, parce que le but de ce discours racialiste, en fait, c'est de trouver un palliatif à la faiblesse argumentative de la gauche dans tous les domaines. La gauche a pu être intellectuellement brillante dans le passé, elle ne l'est plus malheureusement pour elle. Et du coup, comme elle est incapable de tenir un débat, on le voit bien aujourd'hui à la télévision avec des personnages médiatiques, enfin quand on envoie, je sais pas, quand on envoie un gauchiste face à un Zemmour, face à un Buisson, c'est très
difficile de trouver quelqu'un de compétent qui reste calme, qui répond du tac au tac, on est obligé de procéder à la diabolisation et de recourir à la fois à la morale, au moralisme exactement, et à la fois à l'émotion. Donc le but, ce n'est pas de gagner le débat, c'est de l'empêcher. Ce professeur dont je vous parlais, on l'a empêché de parler, on lui demandait toujours d'où tu parles. Quand il disait quelqu'un, on nous disait arrête d'essayer de nous enfumer avec ta raison blanche, parce qu'il considère, et ça c'est le comble dans une université, c'est-à-dire le lieu de science, que la raison historiquement est une invention, je ne sais pas, gréco-latine, judéo-chrétienne, une invention blanche, et donc qu'elle n'est pas universelle, et que l'argumentation étant une caractéristique blanche, si on ne l'est pas, on n'a pas besoin d'argumenter pour dire qu'on a raison. Et si on n'est pas d'accord, si vous êtes accusé de racisme et que vous niez en disant non, c'est pas ce que j'ai voulu dire parce que blablabla, vous vous montrez coupable de fragilité blanche. C'est un terme inventé par la sociologue Robin DiAngelo, une femme universitaire américaine spécialiste de la blanchitude, qui prétend que bah voilà, si vous n'admettez pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas raciste, c'est parce que vous êtes fragile. Alors que j'ai tendance à penser que les fragiles sont ceux qui admettent et font pénitence sans demander de preuves. Le problème aux États-Unis, c'est que ça déborde l'université. L'écrivain Matthew Crawford, qu'on avait interviewé dans Éléments il y a quelque temps, et qui, dans le Figaro du 1er mars, parlait de l'endroit où il vit aux États-Unis, pour dire où on en est. Il dit, cette année, la marche des femmes a été marquée par les accusations de whiteness, blanchité, portées par des féministes afro-américaines à l'encontre des féministes juives. Celles-ci accusant à leur tour les féministes musulmanes d'antisémitisme, et les femmes féministes accusant les féministes transgenres de masculinisme, malness. Là, on va loin. Mais c'est pas fini. Il y a quelques semaines, le gouverneur de l'État de Virginie, où je vis, a sombré dans le chaos. Le gouvernement a sombré dans le chaos lorsque l'opinion publique a découvert que le gouverneur démocrate avait porté un déguisement raciste lors d'une fête en 1984. Chaque figure du Parti démocrate l'a alors appelé à démissionner. Cette même semaine, il est également apparu que son lieutenant-gouverneur, c'est-à-dire son successeur, a un problème avec le mouvement MeToo. Il fait face à des accusations d'agression sexuelle. Sa démission a d'ailleurs été demandée par la majorité des démocrates, mais tout cela est délicat parce qu'il est afro-américain. Ensuite, il a été révélé que la troisième personne dans l'ordre de succession du gouverneur de Virginie, le procureur général, qui lui est blanc, a participé en 1980 à une fête déguisée en rappeur noir. Il est donc à son tour disqualifié. Et l'ordre de succession s'arrête là. Il n'y a pas de quatrième personne, et l'État de Virginie fait face à une véritable crise constitutionnelle. Et donc on voit bien que c'est aussi hors des universités, c'est le fameux thème de la blackface qui relève de ce qu'on appelle aujourd'hui l'appropriation culturelle. Alors qu'est-ce que c'est l'appropriation culturelle? Suzanne Scafidi, professeure de droit à Fordham, le définit comme le fait de s'emparer sans permission de la propriété intellectuelle, du savoir traditionnel, des expressions culturelles ou des artefacts venant de la culture de quelqu'un d'autre. Alors c'est très large parce que finalement ce pillage culturel ou symbolique, il est partout. Quand on pense au sport, qu'est-ce que c'est que le karaté, la capoeira, même le football, devrait nous être interdits parce qu'ils ne sont pas de souche ou de souche blanche ou de souche identitaire propre. La musique, évidemment, n'en parlons pas, parce que c'est la chose la plus métissée du monde. Et c'est ce qui a amené des gens d'extrême gauche à vouloir empêcher, et ils y sont parvenus, je crois, une représentation des suppliantes d'Eschyle, parce qu'il y a quelque chose qui ressemblait à des blackface, alors qu'en fait non, c'était des masques que portait le chœur, je crois. Pierre Jourde a dit clairement au sujet de l'UNEF que c'était quand ils ont soutenu ça, c'était un syndicat de talibans. Je trouve que c'est assez juste parce que ça remet en cause le principe même du théâtre ou du cinéma d'ailleurs. Le jeu théâtral, le jeu cinématographique, c'est jouer ce que l'on n'est pas, et ce que l'on n'est pas, ça peut transcender les frontières nationales, identitaires, ethniques, culturelles ou religieuses. Sinon, on arrête de jouer. Et là, je vous donne une citation et je vais vous demander si vous arrivez à deviner qui l'a dit. Il y a 70 ans, Elvis Presley était boycotté par certaines radios parce qu'il chantait comme un Afro-Américain. Aujourd'hui, il serait accusé de piller la culture noire. C'est le symptôme d'une maladie mentale venue d'Amérique qui guette sérieusement notre rive égarée de l'antiracisme. La nouvelle génération tombe plus facilement dans le panneau. Elle a si peur d'être accusée de racisme sur les réseaux sociaux qu'elle cède volontiers à leur oukase et s'interdit même de penser sur ces sujets. Les marques sont encore moins courageuses et cèdent au moindre babillage sur la toile. Comme souvent, ces nouveaux délires sont promus conjointement par les réseaux américains proches de la fondation Obama et par les réseaux indigénistes chers au Qatar. Qui a dit ça, selon vous? Vous avez une idée? C'est Caroline Forrest. Donc c'est pas forcément d'où on pense que ça vient. Cette nouvelle gauche accuse d'être républicaine, universaliste, laïcarde, donc raciste.
Et tout ça, ça amène à j'approche de la fin, ça amène à une mutation du bobo. Le bon vieux bobo d'il y a 10 ans, dont elle aimait bien se moquer parce qu'il était blond, qui portait des dreads et qui faisait du djembé. C'est devenu la pire victime expiatoire des antiracistes, racistes, qui vont l'accuser de faire du racisme antiracisme. Je ne sais pas si on va les regretter, on va peut-être regretter ce bobo-là parce que les autres sont peut-être encore plus inquiétants, moins ridicules mais plus inquiétants, même si je comprends à la limite la râlerie de certains de ceux qui critiquent cette appropriation culturelle dans des cas extrêmes, comme c'est le dernier exemple que je vais donner, l'histoire de Rachel Dolezal, qui était présidente d'un bureau régional aux États-Unis de l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur, donc une défense identitaire noire, et qui un jour a été dénoncée par ses parents qui ont révélé à la presse qu'elle était blanche. J'ai pris la photo. À gauche, c'est comme elle est en fait, puis à droite, c'est après différentes opérations, teinte de peau. La photo est mal imprimée parce que je sais pas, mon imprimerie à jet d'encre doit pas aimer les blackface, mais vous voyez un petit peu l'idée. Ça évidemment, c'est entre ceux qui disent vous n'avez pas le droit de jouer un noir au théâtre et ceux qui se font passer pour ceux qui ne le sont pas, qui sont deux formes de racisme, parce que c'est aussi par reniement identitaire qu'elle a fait ça sans doute, ou bien pour le plaisir moral d'avoir une victimisation à faire valoir dans la société des plaintifs. Ce sont deux extrêmes. Alors en conclusion, ça peut nous faire sourire, même s'il faut qu'on s'en méfie, mais disons c'est toujours drôle de voir l'ennemi se vautrer. Ça fait depuis le début de la postmodernité, comme on dit dans le monde de la philosophie, qu'on nous rabat les oreilles avec la fluidité des identités. La théorie du genre est au cœur de ça. Par exemple, je suis non binaire, je peux être ce que je veux. C'était les théories les plus farfelues qu'on puisse imaginer. Ça, c'est ce qu'on appelle du transracialisme, c'est-à-dire je peux changer de race si je veux, on y peut aller au transspécisme, je veux être un chat, quelqu'un est devenu un dragon, quelqu'un s'est fait opérer pour devenir un dragon, c'est-à-dire que ça fait raboter le nez, les oreilles, sous prétexte qu'on est libre dans une version complètement ultra-existentialiste. Tout ça pour amener à quoi? Pour amener au contraire. Il y a deux poids de mesure. Le trouble dans le genre, comme dirait Judith Butler, oui. Le trouble dans la race, non, c'est pas pareil. Et c'est le paradoxe de la déconstruction. C'est tout ça pour ça, on arrive à ça. Et puis les fameux social justice warriors, comme ceux de l'université d'Evergreen, tout ce à quoi ils ont abouti, le film le montre, c'est que ça a fait tellement scandale, on s'est tellement moqué d'eux, et ça a quand même tellement inquiété l'opinion publique que cette université soit validée, qu'il y a eu des menaces de privatisation qui n'ont pas eu lieu, mais quand on veut défendre la justice sociale et qu'on fait privatiser son université, c'est peut-être qu'on a loupé quelque chose, et au final, même si elle n'a pas été privatisée, elle a tellement mauvaise réputation que le nombre d'inscriptions a baissé, donc les taxes ont augmenté. Là aussi, grande victoire sociale. Voilà le paradoxe de la déconstruction. Et pendant que ces universitaires s'amusent, Ouria Boutelja continue d'écrire, dernière citation de son livre, elle parle de la laideur intrinsèque du blanc, et ensuite elle dit « Entre les blancs et nous, il y a la race ». Elle est constitutive de cette République, elle se dressera toujours entre vous. Je n'ai jamais pu dire nous en vous incluant car vous ne le méritez pas. Et c'est écrit, j'allais dire noir sur blanc, oui, c'est écrit noir sur blanc, il faut lire. J'ai l'impression que ces livres ne sont pas lus par ceux-là même qui les défendent ou que les autres mettent la tête dans le sable. Alors oui, pour répondre à la question du titre, oui, la gauche est raciste et les vrais racistes se servent de la gauche pour prospérer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, David. Il y a des questions? Déjà, merci beaucoup pour cette excellente conférence. Une question d'ordre purement pratique, dans la mesure où ces gens-là ne sont pas une menace purement physique, comme vous l'avez démontré, vous l'avez montré, ils sont quand même taïwas, ils ont des épaules de serpent. Pourquoi s'en inquiéter réellement, à part sur le plan, on va dire, culturel, métapolitique? Le débat est impossible avec eux. Il n'y a pas à discuter avec ces gens-là, je veux dire, ils ne nous intéressent pas. Il suffit, je pense, de tourner le dos quand on est face à ces gens-là. Il y a des tas de gens avec qui le débat est impossible.
Oui, alors c'est vrai, dire ils ne sont pas dangereux parce qu'ils ne sont pas physiquement impressionnants et opérants, c'est un petit peu comme de dire ils ne sont pas dangereux parce qu'ils sont ultra minoritaires. Et c'est vrai qu'en plus ils sont ultra minoritaires. Donc non seulement ils sont fragiles, mais en plus ils sont minoritaires. Néanmoins, le rapport de force dans notre société, il n'est pas arithmétique, il est absolument pas démocratique, il est basé sur des rapports de force entre pouvoirs, avec une idéologie, cette fameuse idéologie dominante dont on parle tout le temps, qui est un terme que je préfère à celle de pensée unique, même si on l'a beaucoup utilisé. C'est la pensée unique. Le problème, quand on dit pensée unique, on pense que tout le monde la partage. Or non, tout le monde ne la partage pas. La pensée unique est la pensée d'une classe, d'une partie de la société qui a souvent une connotation sociale, d'ailleurs bien plus que raciale, c'est la bourgeoisie, et qui ensuite essaye de faire dégouliner cette pensée à travers les canaux de communication qui sont les siens, et qui sont par contre la majorité des médias. Donc le combat, je pense pas qu'il faille le porter avec d'autres matraques en mousse sur les campus, si ce n'est pour le divertissement hooliganesque et carnavalesque, mais je pense qu'il faut le porter sur un plan métapolitique. C'est un débat d'idées, parce que ensuite ça finit par influer les lois. Et comme les lois on ne les vote pas, toutes les dérives sociétales qu'on voit, elles naissent dans les universités et ensuite elles passent sur le plan juridique. Donc il faut agiter l'opinion publique pour que aussi les décideurs ou les gens qui ont un petit pouvoir gardent suffisamment de bon sens pour ne pas valider ces folies. Je pense que c'est ça. Tous les rapports de force ne sont pas uniquement du clan contre clan. Hein. Encore une fois, merci pour votre conférence. À quoi est due, selon vous, la dégénérescence et l'autoflagellation d'une partie de la gauche française? Alors, elle est due en partie au fait qu'il y a une baisse de niveau, hein, il y a une baisse de niveau intellectuel. C'est pour ça que, quand on ne réfléchit plus, on essaye de tomber dans l'anathème, la moralisation, l'émotif, l'émotionnel. Et ensuite, moi je pense que c'est aussi valable pour la droite. Je pense que la gauche et la droite sont dépassées parce que ce ne sont plus des catégories historiques du XXIe siècle, tout simplement. Donc chacun joue avec ses contradictions en essayant de les gommer par le discours et par le sophisme. Et on a beaucoup de peine. C'est pour ça qu'il faudrait rompre à la fois avec l'une et avec l'autre. Mais elle dégénère parce qu'elle est plus suivie par l'opinion publique, parce que ses contradictions sont trop éclatantes, parce que le discours migratoire est devenu intenable, et parce que toutes les valeurs qu'elle défendent entrent en contradiction avec l'habitus populaire des classes dont elle est censée être la représentante historique et qu'elle n'est plus, je pense. Hein. Je voulais aussi témoigner en tant qu'ex-gauchiste. C'est une question. J'ai été une fois invité à une sorte de mini-conférence de témoignages de femmes battues, organisée par la planète féminine de Limoges. Et on m'a fait comprendre que je n'avais pas le droit d'y rentrer, tout simplement parce que j'étais de sexe masculin, si je peux dire. Ouais, voilà. Donc, pourtant, j'avais beaucoup d'empathie, je suis quelqu'un avec beaucoup d'empathie, je voulais vraiment entendre ces témoignages, mais j'ai pas pu le faire parce que je n'étais pas potentiellement... oui, c'est la prédominance de l'être, donc de l'essence. Philosophiquement, c'est quelque chose de très réactionnaire, c'est absolument pas progressiste de penser comme ça. C'est ça qui est intéressant. Hein. Oui, non, mais c'est terrible en fait. Je me sens beaucoup plus ouvert d'esprit, même sur plein d'autres aspects, depuis que j'ai rejoint le roi.